Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être ici, une grande salle en plus, c'est top. Donc là on va parler de ne pas passer 5 ans à recruter un mouton à 5 pattes, et il vaut mieux le créer dès à présent. J'ai une collègue qui me dirait, si on commence à imaginer qu'on veut créer un mouton à 5 pattes, c'est déjà trop tard. Pourquoi on veut le faire? Sans doute que c'est déjà trop tard, le temps de recruter, etc., de rechercher. Dans cette salle, qui, dans son entreprise, a déjà entendu ces mots-là? Il faut qu'on recrute un mouton à 5 pattes, une perle rare, une rockstar, un cador, un surdoué. Qui a déjà entendu ça? Il faut qu'on recrute cette personne. Waouh! Et laissez la main levée. Et qui l'a recruté? Ah, ceux qui sont devant ne voyaient pas, mais les mains se sont baissées. Et ceux qui l'ont encore levée, est-ce qu'elle est encore chez vous? Il y a encore des mains qui se lèvent, qui se baissent. Ok, donc en fait, la con, ça devrait plutôt ne passer pas 5 ans à recruter, enfin, à essayer de recruter un mouton à 5 pattes, créez-le dès à présent et gardez-le, parce que sinon, c'est dommage. Et en plus, parmi vous, qui était prêt à casser la tirelire? Parce que si c'est un mouton à 5 pattes, un cador, il faut le payer cher, hein. Contrairement à vous, faut payer, voilà, faut le recruter, donc il faut casser la tirelire. Et ça envoie quoi comme message aux employés? Ouais, vous, c'est bien, vous êtes gentil, mais en fait, nous, on va chercher quelqu'un, un cador, puis en plus, on va le payer plus cher que vous. Donc, mauvais signal, en fait, à ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Et ça envoie quoi comme signal à la personne que vous voulez recruter? Là, on déploie le tapis rouge, hein, c'est Cannes en ce moment. Mais une fois que tu seras dans l'entreprise, tu iras avec les petites fourmis, là, et quand on aura besoin de quelqu'un de fort, on ira le chercher ailleurs. Donc, pas super message. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi on veut créer un mouton à 5 pattes, pourquoi il faut miser sur l'onboarding, et comment on fait pour créer ce mouton. Donc moi, je me présente, je suis Christophe Jardin, je suis coach craft. Ce matin, il y a un talk où il parlait de craft. Craft, c'est une manière de bien faire les choses, miser sur les pratiques de développement et pas sur les technologies. Enfin, la technologie, c'est un moyen, c'est pas le but. Je fais des audits, je suis formateur chez Octo Academy, je suis conférencier, ça tombe bien, international. J'ai parlé en Belgique à 10 km de la frontière française, donc international. Je suis auteur, j'écris le blog de mon entreprise, je rédige des livres, enfin un livre en tout cas, en 3 tomes. Donc là, c'est des cultures quelque chose. Moi, je suis en train d'écrire Culture Test, qui est bientôt publié. Je vais faire gagner tous ces livres d'ailleurs aujourd'hui. Préparez-vous. Je vais envoyer des shurikens dans la salle, ça ne blesse pas. Il y a des petites inscriptions inspirantes aussi, et à la fin, je pourrai les changer contre des livres. Donc rapprochez-vous, ceux qui sont loin. Dans ma carrière, j'ai été aussi développeur, tech lead, architecte. Vous avez mon LinkedIn, si vous voulez prendre des photos et me taguer, ça me ferait plaisir d'avoir un souvenir. Donc c'est long, hein. Pour mon Twitter, c'est plus court, BG comme... Merci monsieur, c'est gentil d'avoir dit beau gosse, mais non, c'est pas vrai Gérard, non, rien à voir. Et en fait, pourquoi je suis là? J'ai 24 ans d'expérience, j'ai fait plein de sociétés, j'ai beaucoup fait de SN, j'ai fait beaucoup de clients, j'ai vu plein de choses à faire, à ne pas faire. Et donc, si vous pouvez choper une bonne idée ou plusieurs bonnes idées, je vais citer Nietzsche, c'est rare dans une conférence technique. C'est la bonne idée, c'est comme une flèche lancée par-dessus la colline, un autre la ramasse et la tire plus loin. Donc, si vous pouvez choper une idée, puis c'est top. Alors pourquoi on crée un mouton à 5 pattes?
Déjà, par rapport à vos concurrents, c'est un avantage concurrentiel. Vous avez quelqu'un de très fort dans votre entreprise, expertise plus, compétences exceptionnelles, il produit très vite. Et ça peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être un créatif, un aspect différenciant, il sort du lot, prise de risque. Moi, dans ma boîte, quand je suis arrivé, on devait répondre à un appel d'offres, et le client il voulait 2 personnes, 2 développeurs pour aller jusqu'à sa deadline, parce que ces développeurs n'étaient pas très bons. Dixit, le client. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, on va répondre, on va envoyer 2 personnes. Et là, mon collègue m'a dit, non, on va lui envoyer un coach qui va faire monter son équipe, parce que c'est ça qu'il a besoin, monter son équipe, et après, ils vont délivrer à temps. Alors ouais, c'est pas ce qu'il a demandé. Donc il y a un risque, c'est qu'ils disent, non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ou, ah ouais, bonne idée, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Donc prise de risque, c'est pas mal. Et souplesse, hein, l'agilité, c'est bien pour les produits, mais c'est aussi dans les boîtes. Construire une boîte agile, mon boss en parle bien dans ce livre, ce gros livre. Comment on passe d'une start-up à une boîte de 1000 personnes en 20 ans. Et en fait, si tous les gens sont pareils dans la boîte, je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'instrument. Si vous savez vous servir que d'un marteau, vous voyez tout comme des clous. Oh, une vis, bam bam. Oh, il faut que je scie un truc. Bah, si je tape fort plein de fois, peut-être qu'il va se couper en 2. Donc non, c'est pas. Il faut utiliser les bons outils pour les bonnes choses. Et donc les personnes, pareil, il faut qu'elles aient plusieurs facettes, plusieurs compétences. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Ikigai, du japonais. Donc en fait, il faut que aussi ce que vous faites, ce soit en phase avec votre raison d'être, vos passions, vos motivations profondes. Vous avez 4 grands cercles. Il y avait ce que vous aimez, pourquoi vous êtes doué, ce dont on a besoin, et en bas, pourquoi vous êtes payé. Et puis il y a les liens entre chaque cercle, entre aimer, doué et la passion, entre aimer, besoin, la mission, la vocation et la profession. Et en fait, votre passion d'aujourd'hui, entre ce que vous aimez et ce que vous êtes doué, dans 20 ans, ce sera peut-être autre chose. Moi, le craft, je parlais tout à l'heure, hein, le craftsmanship, je n'ai pas défini, mais c'est l'artisanat logiciel, donc c'est faire des choses bien. L'artisan au sens noble du terme. Il y a 20 ans, je n'étais pas craft, ça n'existait même pas. Aujourd'hui, je pense que je suis doué là-dedans. Donc ça peut changer, ça peut évoluer. Et voilà, il faut que tout ça soit en cohérence avec votre motivation personnelle. Et puis, il y a les valeurs d'entreprise. Qui a dans sa boîte une de ces valeurs? Pas forcément les 5, mais une. Engagement vers les clients, intégrité, responsabilité sociale, nous on a ça. Excellence opérationnelle, innovation, nous aussi on a encore ça. Qui a ça? Au moins une de celles-là. Bon, quasiment tout le monde. C'est cool. Vous avez tous la même valeur d'entreprise, toutes les entreprises sont pareilles. Ça me fait penser à Buzz l'éclair dans Toy Story. Et quand il arrive dans la chambre, il a l'impression qu'il est unique. Et là, il y a Woody qui dit non, mais en fait, t'es un jouet, et des comme toi, il y en a plein. Donc c'est ça, c'est nos valeurs d'entreprise. Et puis après, on dézoome et on a tous les mêmes. En fait, les valeurs d'entreprise, donc on doit avoir les mêmes entre les salariés et l'entreprise. Et ça doit vraiment être des valeurs incarnées avec des actes, pas juste des mots sur une feuille, pas juste un slogan écrit quelque part dans la plaquette. Ça doit être vraiment incarné. Donc il faut des actes, pas juste des mots. Moi, dans mon entreprise d'avant, je suis parti, je peux critiquer, ça arrivait en cours de route, il n'y avait pas ça au début, puis d'un coup, il en a dit, maintenant on va miser sur une valeur, c'est la centrée sur le collaborateur. Ah, c'est cool. Donc avant, non, avant on s'en foutait. Et donc, j'étais dans une agence, pas bien passé, j'en parlerai peut-être après, et j'ai voulu avoir une mutation en interne. C'est une grosse boîte, 35 000 personnes, donc on peut avoir des mutations. Et en fait, la mutation, elle a été bloquée. Collaborateur centrique. OK, centré sur le collaborateur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué? On démissionne. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on démissionne? Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle sort le chéquier. Allez, reviens, on rigolait. En fait, il n'y a pas de salaire qui puisse compenser une mauvaise culture d'entreprise. Vous pouvez sortir le chéquier, ça va peut-être marcher à court terme, mais à terme, les gens vont partir. Donc ça, c'est attribué à Carlos Ghosn, lors d'un voyage au Japon dans une malle. Et je suis entièrement d'accord avec ça.
Et en fait, la perle rare aussi, le mouton à 5 pattes, il entretient le collectif, il rayonne. En tout cas, vous pouvez avoir quelqu'un de très fort et qui reste dans son coin. Est-ce que c'est souhaitable? Oui, on va délivrer vite, mais voilà, il n'y aura que lui qui fera. Est-ce que c'est souhaitable? Pas forcément. Ce qui est mieux, c'est qu'elle rayonne, elle partage, elle forme, elle fait progresser les autres. Magnifique. Elle augmente la confiance en soi aussi. Si moi j'ai un collègue, Paul, qui est pas très bon, qui a lu des trucs, enfin je sais pas si ce qu'il dit c'est vrai ou pas, bon, il va me dire des choses et bon, je vais devoir faire mes recherches moi-même pour savoir si c'est vrai. Si j'ai quelqu'un de réputé qui me dit quelque chose, j'ai un peu plus confiance. Donc quand je me nourris de ce qu'il dit, voilà, ça augmente ma confiance en moi. Ça fidélise aussi, ça fait baisser le turnover. Si on travaille que avec des gens forts, des talents, on n'a pas envie d'aller ailleurs où on ne sait pas qui on va trouver. Et ça attire aussi les talents. Quand vous avez des gens qui sont connus, ça donne envie de venir dans la même boîte et de travailler avec eux. Moi, quand j'ai appris l'architecture hexagonale, j'ai épluché un blog qui s'appelait Octo, avec un gars qui avait expliqué comment c'était. J'avais bien lu tout et c'était hyper inspirant. Et maintenant, c'est mon collègue. Donc, stop. Et en fait, si la personne, elle fait dans son coin, et qu'elle diffuse pas, c'est comme quand quelqu'un a faim, on lui donne un poisson. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il a encore faim, on lui redonne un poisson, et indéfiniment. Le mieux, c'est de lui apprendre à pêcher, comme disait Confucius. Comme ça, il peut manger tout seul. Donc il faut diffuser. Il ne faut pas garder tout pour soi. Pour le fait d'attirer les talents, je ne sais pas si vous connaissez Sunday, c'est une entreprise pour les restaurations, on scanne un QR code et on paye. Le serveur, il sert juste à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire apporter de la valeur. Vous mangez un poisson, c'est tel vin, vous n'avez pas très faim, il y a ce plat-là, en plus il est bio et tout ça. Par contre, payer, il n'a pas énormément de plus-value. Et quand Sunday est sorti, il y a eu 400 recrutements en un an, beaucoup de développeurs, une culture d'entreprise très forte, congés illimités. Alors ça veut dire quoi? On peut venir et puis avoir des congés toute l'année? Non, ça veut dire qu'on a confiance aux gens, on sait qu'ils ne vont pas le faire. Mais s'ils ont besoin, enfants malades, ils peuvent le faire. Et il y a Arnaud Lemaire, donc, que moi je connaissais bien, de loin, hein. On ne se connaît pas en vrai. Et donc ça a attiré beaucoup de talents, beaucoup de gens sont venus. Et ça attire d'autres talents. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Chez Octo aussi, on a des gens très connus. Je ne sais pas, quand il y a eu le Covid, il y avait le gouvernement qui avait mis en place une appli, et puis il y a un petit gars, un petit étudiant qui a fait son truc Covid Tracker. Il est venu chez Octo, et puis peut-être que d'autres ont vu ça, et ils vont venir. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est miser sur les talents. Il faut aussi miser sur l'onboarding. L'onboarding, c'est quoi? C'est faire monter les gens à bord. Et en fait, les entreprises, elles pensent que le onboarding, c'est juste le premier jour, et puis après, c'est fini. Alors que non, l'onboarding, ça se prépare avant. Quand on recrute, est-ce qu'on va recruter n'importe qui? Chez nous, on a une entreprise un peu spéciale, on a beaucoup de liberté, beaucoup de temps libre, il faut vraiment monter en compétence avec les autres et tout seul. Enfin, on a beaucoup de... C'est un peu déstabilisant, il faut trouver ses missions, c'est un peu déstabilisant. Donc au recrutement, on voit si la personne va adhérer à ce style d'entreprise, à cette culture d'entreprise, culture forte. Et en fait, il faut préparer l'arrivée avant que la personne soit là. Le jour J, c'est déjà trop tard. Donc il y a tout ce qui est administratif, hein, vous connaissez tous. Il faut choisir les accueillants, les gens qui vont nous accueillir, j'en parlerai après. Prise de contact, c'est hyper sécurisant de dire voilà ce que tu vas faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On arrive, voilà, c'est un peu moins perte de stress, on sait à peu près où on va. Et on choisit son matériel. Ouais, moi je veux un ordinateur, un Mac, un Windows, un Linux. Ah bon, on peut choisir son matériel? Ben oui, c'est quand même nous qui travaillons, c'est nous qui savons sur quoi on est meilleur. Pourquoi on va nous figer, nous restreindre dans quelque chose? Donc chez nous, on choisit son matériel. Alors on va me dire, ouais, mais la DSI, après c'est compliqué, ils doivent gérer plein de choses. Mais la DSI, c'est qui les clients de la DSI? C'est nous. Ils sont combien la DSI? 1, 2, 5, 10, 50? Et les salariés sont combien? 100, 200, 300, 1000, 35 000? Donc en fait, on va devoir travailler pour nos clients, pour nos produits, et être contraint dans notre matériel. C'est un peu dommage. Donc choisissez votre matériel. Téléphone aussi, hein, et puis tout un tas de choses. Donc l'arrivée, c'est du stress. Hein. On change d'entreprise, on ne sait pas où on arrive.
La plaquette marketing était top. Le recrutement, ça avait l'air bien. Finalement, est-ce que c'est vraiment la même chose qu'on va voir de l'autre côté? Puis on a des caractères différents. Il y a des introvertis, des timides, des gens qui parlent trop quand ils sont stressés. Donc c'est toujours un peu stressant. Et donc le but de ce premier jour, c'est de rassurer, accueillir. Et puis on va construire la collaboration. Donc il faut motiver, il faut propulser les gens vers le futur. Donc cette construction, il ne faut pas la rater. Ne donnez pas une pile de choses à lire le premier jour. Tiens, bienvenue, lis-moi ça. Le soir, on rentre, c'était bien, ouais, c'était cool, mais je vais me coucher parce que c'était fatigant. Alors que si on est motivé, wow, c'était super, demain j'ai hâte de revenir. Et voilà, ça doit être vraiment enthousiasmant. Ce qui est bien, c'est de faire des périodes d'onboarding à plusieurs, comme ça on crée des promotions. Et puis cette promotion, on va pouvoir se revoir souvent et tout, c'est top. C'est toujours mieux à plusieurs que tout seul. Et puis le matériel est prêt, c'est cool parce qu'on l'a choisi en avance, donc il est prêt. Je ne sais pas si de chez vous, vous avez déjà vu des gens qui arrivent, ils n'avaient pas d'ordinateur dès le premier jour. Ça vous arrive? Vous avez vu ça? C'est cool. Bah, prends une feuille, prends un stylo, écris une appli. TPO, ok, bah, on va prendre tous les post-it digitalisés, on va les créer sur des vrais post-it, comme ça je pourrais les bouger à la main. Non, il faut que le matériel soit prêt. C'est quoi l'image qu'on renvoie quand la personne elle arrive, elle n'a même pas les outils? Oscar Wilde disait, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc déjà, si vous arrivez, vous n'avez pas de matériel, ça commence mal. La période d'essai, c'est dans les deux sens. Hein. Moi, je vois ça, je m'en vais. Il y a l'accueil RH. Bon, voilà, vous pouvez avoir un café, on parle d'administratif, politique, discussion, on peut faire des ateliers. Ne faites pas en mode cours magistral d'université. Hein. Il faut vraiment que ce soit des échanges avec la promotion. Le café est gratuit. Hein. Qui c'est qui paye le café dans cette entreprise? Pourquoi? Parce que sinon, ils vont tous être à la machine à café. Ben, c'est mieux à ce moment-là, si les gens sont plus à la machine à café que sur leur travail. En tout cas, à la machine à café, on apprend plein de choses. Et puis après, il y a des DSI qui nous donnent notre matériel qu'on avait préparé à l'avance, on le configure, le mail, etc. On est prêt à travailler. Chez nous, on a un parrain et une marraine qui nous accueillent. Amélie qui devait être là avec moi, souci de santé. Mais chez elle, le parrain et marraine, c'est toute la vie de l'entreprise. Nous, c'est juste au départ. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui nous a pris contact avec nous, qui est volontaire pour le faire et qui nous explique plein de choses. Les locaux, les collègues, la sortie de secours, la cafette, la machine à café gratuite. Il nous présente l'organisation, la culture d'entreprise, les échanges. Moi, j'ai eu quelqu'un qui était moins bien gradé que moi. Enfin, grade, chez Octo, on est un peu flat, mais on a quand même des grades. Ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau supérieur de management, mais j'aimais bien avoir quelqu'un de plus junior que moi, parce que si j'avais eu un manager au-dessus, je ne sais pas, si je lui demande comment on pose des congés, il va dire « Ah, tu viens juste d'arriver, tu penses déjà à poser des congés ?» Alors qu'avec un plus junior, voilà, il va moins me juger, en fait. Donc on a peut-être plus de facilité à poser des questions. Puis il pose échanges, conseils, parce que chaque entreprise est différente. Donc il y a sûrement des petits conseils à avoir. Et puis après, on a le mentor chez nous. Un mentor qu'on choisit, qu'on peut changer à tout moment, sans dire pourquoi on change. Parce que si on commence à justifier, on ne change pas. On dit ouais, je vais le vexer, on ne change pas. Et en fait, ce mentor, il va nous guider pendant toute notre carrière. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'on change. Et on va faire ce qu'on appelle des one-on-one, des O3 chez nous. C'est le premier d'une longue série. On va se voir, on va discuter. Et toutes les semaines une demi-heure, une heure, ou toutes les 2 semaines, chacun fait comme il veut, on va parler. Moi, dans mon ancienne boîte, dans l'agence où ça s'est mal passé, là, j'avais un manager qu'on m'a collé, je n'ai pas choisi, il ne m'a pas parlé de l'année, il ne m'a pas évalué à la fin, il est parti en comité comme ça, je ne sais pas comment il a fait. J'avais écrit une auto-évaluation, il ne l'a pas lu, et j'ai été évalué sur la moitié de mon activité. Et quand bien même on se serait vu et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il me l'aurait dit au bout d'1 an. Ah, ça va pas. Dommage, tu n'auras pas d'augmente. Réessaye l'année prochaine. Et en fait, c'est quoi le but? C'est d'avoir une note, c'est d'avoir une augmentation, ou c'est d'améliorer la personne pour qu'elle comble ses lacunes tout au long de l'année, pour qu'elle travaille mieux, qu'elle bénéficie à l'entreprise. Donc c'est mieux de réagir au plus tôt.
Donc quand on se voit toutes les semaines, déjà on sait ce qu'on fait, et puis s'il y a quelque chose à rectifier, on peut en parler. Donc c'est un guide soit administratif, mission, carrière, réseautage. Quand on arrive dans une boîte, on ne connaît pas tout le monde, il permet de faire connecter. Chez nous, on n'en a qu'un seul, mais on peut en avoir des officieux. Voilà, j'ai une collègue, quand elle veut parler de craft, elle a son mentor craft. Quand elle veut parler commerce, elle a son mentor commerce, etc. Et puis il y a le séminaire d'intégration, qui n'est pas facultatif. Et en fait, chez nous, on a plusieurs modules de, je sais pas, du conseil, de la vente, du coaching, autre chose. Et c'est toujours la même promotion qui était là au début, là, qui, pendant plusieurs semaines, on fait des modules espacés un petit peu. Et on découvre l'entreprise, la culture, les fondamentaux, les convictions fortes. Donc on a ce socle commun qu'on a tous. Et même si c'est des activités que je ne fais pas, c'est sympa d'être déjà, qu'on m'en parle, comme ça je sais ce qu'ils font déjà, et si on doit discuter, je connais leur travail. Puis si un jour plus tard je veux évoluer là-dessus, je sais déjà ce que c'est, et j'ai une vague idée de ce que c'est. Et puis il y a des socles communs par catégorie de métier, j'en parlerai après. Et puis aussi on nous recommande des formations à faire. Tips, que quelqu'un qui soit très haut vous parle quand vous arrivez, j'ai trouvé ça hyper bien. Moi j'ai eu le cofondateur d'Octo qui est venu nous parler pendant une demi-journée. Il nous a expliqué la vie d'Octo, comment ça a commencé, pourquoi ça s'appelle Octo. Et on pouvait poser toutes les questions. Je lui ai demandé s'il faisait encore des missions. Mais il a répondu. Et on se sent accueilli. Donc je ne sais pas s'il y a des CEO ici, des CTO. Ah, il faut descendre, aller discuter avec les gens qui arrivent. Vous êtes quand même... moi, mes CEO des anciennes boîtes, c'était sur la plaquette. Je ne les ai jamais vus. Là, c'est un exemple de parcours obligatoire. Donc, il y a un truc qui est culture du feedback efficace, parce que nous, on a la culture du feedback, j'en parlerai après. Il y a plein de choses intéressantes. Et puis, il y a des formations recommandées. Pick My Slide, par exemple, pour avoir des slides beaux. Ils sont beaux, mes slides, non? Si vous dites oui, c'est cool, merci, grâce à ça. Si c'est non, c'est le thème de Web Today, je n'ai pas choisi. Le socle par catégorie, par exemple, pour un développeur full stack, on a ça. Ce qui est bien, c'est de former les gens à avoir un même vernis, en fait. On n'envoie pas les gens avec une équipe qu'on n'a pas formée avant. Enfin, on ne sait pas de quel horizon ils viennent, dans quoi ils sont forts, dans quoi ils ne sont pas forts. Et en fait, quand on arrive dans une équipe, on va se mettre aux pratiques de l'équipe. Et si les pratiques sont bancales, on va apprendre des choses bancales. Puis la prochaine personne qui vient, on va lui apprendre des choses bancales. Donc là, on a un premier vernis sur plein de choses. Pour développer, on fait du test-driven development, etc., clean code, on fait des revues de code, plein de choses. Et on peut faire du shadow de mission, on peut aller sur des projets et voir comment ça se passe, sans travailler. Et on regarde, puis on s'imprègne en fait de leur façon de travailler. Et comme ça, il y a des socles dans toutes les catégories de métiers. Les PO, les ops, les commerciaux, tout ce genre de... On va parler de comment... J'ai oublié d'envoyer mes shurikens. Comment créer un mouton à 4 pattes. Attention, ça fait... En fait, chez nous, on a des communautés. Et ça, c'est hyper important, les communautés. Mais des vraies communautés. Hein. Nous, on appelle ça des tribus. Chef indien, la plume. Dans mon ancienne boîte, il y avait une communauté tech et on était tous mélangés. Et on n'avait pas les mêmes préoccupations. Il y avait des gens qui me parlaient d'écran et tout ça, et ce n'était pas du tout mes préoccupations. Donc on ne se comprenait pas. Et puis on avait des présentations magistrales d'1 heure. C'était pas toujours très intéressant, et ça ne me concernait pas. Et puis 1 heure toutes les 2 semaines. En fait, non, une communauté, ça doit être actif. On doit se réunir souvent, pas juste 1 heure, et puis pas le soir. Moi, j'avais ça dans une autre boîte où on se réunissait le soir. C'est cool, on fait ça 1 fois, 2 fois, puis après, j'ai des amis, des familles, je dois livrer. Vous vous souvenez, quand on livrait, on restait tard le soir avant, parce qu'on avait des problèmes. Donc non, pas 1 heure, pas le soir, déjà il faut que ce soit dans le temps du travail. Nous, on se réunit toutes les 2 semaines, toute une demi-journée. Donc avec la tribu, moi c'est une tribu craft, donc je suis avec tous mes amis craft, et on parle de craft toute la journée, où on travaille, où on fait des katas, on fait plein de choses. Et en fait, c'est une émulation collective. Vraiment, on apprend énormément. On a une accélération exponentielle d'apprentissage. Vraiment, quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, on voit comment il apprend énormément. Même moi, j'ai appris beaucoup. J'ai aussi diffusé beaucoup à toutes ces personnes. On peut expérimenter la prise de parole en public, parce qu'après, c'est des gens qu'on voit tout le temps.
et qui ont les mêmes préoccupations. Donc on a plus de facilité à leur parler. Puis après cet après-midi, on peut aller boire et tout, et puis poursuivre. Ça gomme aussi le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, au début, on se dit ce que je connais, les autres le connaissent aussi. Pourquoi j'aurais plus de connaissances que quelqu'un d'autre? Et puis dans ces réunions-là, on discute, on parle, on travaille, et puis finalement, il y a quelqu'un qui ne comprend pas un truc, et je lui explique. Ah tiens, je connais un truc. Et puis il y a un autre. Ah bah tiens, je connais encore un truc que quelqu'un ne connaît pas. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a des choses, une plus-value, et ça permet de gommer ce syndrome qu'on a. Et puis la prime, chez nous, il n'y a pas de compétition, c'est tout le monde pareil. On réussit tous ensemble ou on échoue, tous ensemble. Et en fait, comment on fait pour construire ces moutons à 5 pattes? Là, je vais parler de ma communauté. Eh bien, au bout de 2-3 ans, même 4, 5, comme on veut, on peut changer de communauté. Tiens, maintenant, je vais aller voir les ops qu'ils font. Et je vais apprendre beaucoup des ops. Pendant toute une demi-journée, toutes les 2 semaines, on va faire des exercices, on va parler de Docker, Kubernetes, des mots un peu comme ça. Et puis je vais peut-être évoluer. Puis après, je vais voir des UI. Pendant 2 ans, je vais voir des UI, puis je vais apprendre avec eux. Et c'est top. Donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'on construit une flexibilité et plusieurs atouts, plusieurs cordes à son arc. Et en fait, si jamais vous n'avez pas votre communauté, tout à l'heure on parlait de ChatGPT, maintenant je veux créer des plugins ChatGPT, mais je ne sais pas faire, on trouve 2-3 copains, et on crée une tribu, et puis on va travailler là-dessus, on va innover, on va potentiellement essayer de faire des choses pour vendre à nos clients, vendre à des gens. Il faut une raison d'être, des objectifs, et on y va. On a le droit d'essayer. Au pire, ça ne marche pas, on fait des missions qui n'ont rien à voir, on fait des produits qui n'ont rien à voir avec notre tribu, et puis on continue à évoluer, et puis si ça ne marche toujours pas, on arrête, c'est pas grave. Au moins, on aura le mérite d'essayer. On peut me demander pardon que la permission. Donc quand on veut faire quelque chose, on ne demande pas la permission. Mais il y a très peu de validation chez nous. La personne mon parrain qui m'avait montré l'entreprise, il m'avait dit « Regarde, on peut voir toutes les notes de frais de tout le monde. Vite, le chef Octo !» C'était un peu décevant, il n'y avait pas beaucoup de notes de frais. Donc on peut voir tout est ouvert, et c'est une de nos valeurs fortes. Là, vous avez un exemple de communauté avant 2023, parce qu'on a un peu changé. Donc moi, je suis là-bas, dans les crafts. À côté de moi, il y a des archis. Là-bas, il y a des PO. En haut, la guilde, c'est des commerciaux. Donc voilà, on a des communautés, et ce qui ne veut pas dire que nos missions sont en rapport avec nos communautés. En tout cas, on peut évoluer, on peut apprendre, on peut s'élever. Et puis, il faut que l'amélioration soit accessible et continue. En fait, on est peut-être dans le guidon sur nos produits, là, à développer des choses ou à aider. En fait, il faut sortir de ce quotidien. Donc, il y a les tribus, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des temps collectifs et des temps solo. Dans les temps collectifs, il y a les tribus, mais pas seulement. Chez nous, donc on est une ESN, donc normalement on doit être vendu à 100%, comme toutes les ESN. Sauf que chez nous, on sort de ce taux de vente à 100%. Par exemple, moi, j'ai 30% de mon temps, j'en fais ce que je veux. Ça me permet de grandir, ça permet de faire grandir les autres. Et quelqu'un qui serait à 100% sur une mission tout seul, par exemple, ça veut dire qu'il fait grandir personne et il ne grandit pas beaucoup. Donc on n'aime pas ça. Sauf s'il a beaucoup de collègues, et à ce moment-là, il fait grandir les collègues sur sa mission. Donc les temps collectifs, quand je regarde l'agenda Octo, par semaine, c'est énorme, il y a des trucs tout le temps. La première semaine, j'ai fait « Waouh, cool, je vais à tout », mais quand est-ce que je travaille avec tout ça? Donc on ne peut pas aller à tout, mais en tout cas, il y a plein d'initiatives. Et les initiatives, elles viennent de n'importe qui. Comme les créations de tribus, ça peut venir n'importe qui. Donc je vois des temps, dans l'agenda, je vois des katas. Tiens, il y a des gens qui travaillent sur un kata, je peux y aller. Il y a des gens qui font de la lecture collaborative. Ça, j'ai jamais fait, mais c'est des gens qui lisent des chapitres d'un livre. Vous savez, quand on lit un livre, au bout d'un moment, on arrête, puis on passe à un autre. Et puis, le livre, il a un tiers de lu, et puis on n'a jamais fini. Et puis on enchaîne les livres comme ça. Avec une émulsion collective, on va aller au bout de ce livre. Donc chacun lit un chapitre, et en fait, ils se retrouvent et ils discutent ensemble. Est-ce que tu as compris? Tu as bien compris ci? Tu as bien compris ça? Et après, ils font un petit résumé. Il y a des gens aussi qui demandent de l'aide. « Ah, j'ai ça sur ma mission, j'arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai une clean archi, est-ce que c'est bien ça ?» Et bien, comme j'ai 30% de mon temps libre,
Bah oui, d'habitude je lui dirais bah non, je peux pas, désolé, moi aussi j'ai un métier. Et ben non, là oui, bah viens, viens 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, on regarde, on voit si tu as progressé et on voit là où tu dois progresser. Et donc chacun peut, innovation, chacun peut sortir quelque chose et inventer quelque chose, et on a le droit, et on a du temps pour ça, donc c'est top. Et puis on a du temps libre, on peut monter en compétence tout seul sur un domaine, on peut aller en conférence comme ici, on peut rédiger un article. Quand on rédige un article, finalement, on pense connaître bien, et puis en rédigeant, on voit qu'on creuse, et on apprend encore plus. C'est incroyable. Chaque fois que je fais ça, je suis impressionné à chaque fois. En fait, ce temps libre, on en fait ce qu'on en veut, à condition de faire progresser les autres ou soi-même. Si je vais en conférence, je vais écrire en tribu. La semaine prochaine, c'est trop bien, il y avait un truc sur l'IA avec le CTO de Sphère, c'était top. L'amélioration accessible et continue, pour un développeur aussi, c'est pas miser, je l'ai dit tout au début, pas miser sur les librairies, les frameworks, mais sur un savoir-faire. Parce que ce savoir-faire, on va pouvoir l'utiliser quel que soit l'environnement, quel que soit le langage. Sauf si vous êtes contributeur d'une librairie, alors là c'est hyper intéressant. Mais sinon, il faut vraiment miser sur le savoir-faire plus que sur le framework. Les frameworks que j'utilisais au début des années 2000, ils n'existent plus aujourd'hui. Des frameworks, il y en a qui sortent tous les jours, toutes les semaines. Coucou JavaScript. Et puis parfois, ça change complètement et il faut tout réapprendre. Alors que les savoir-faire, c'est des choses pérennes. J'ai été, il y a un mois, je crois, à Devoxx 2023, et il y avait une citation de 2 personnes, là, Cédric Magne et Hippolyte Durix, qui m'avait bien plu. Arrêtons de nous qualifier comme des outils. Vous n'êtes pas des devs Angular. Quand vous voulez un meuble, vous ne dites pas « je veux un expert scie circulaire ». Vous dites « je veux un menuisier ». Donc je les cite. D'ailleurs, leur conf, c'était du bonheur dans le craft. Et oui, c'est ça. À un moment, le menuisier, il va utiliser la scie circulaire, mais il peut utiliser autre chose aussi. Toujours la loi de l'instrument. Donc il faut être multifacette, multicasquette, et utiliser le bon outil au bon moment. Il faut diversifier ses activités, et pour ça, il faut laisser de l'espace pour s'exprimer. Donc je parlais de mes 30% là. Ce nombre 30%, c'est moi qui l'ai. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Ça dépend d'où on est dans l'expérience. Et en fait, il ne faut pas contraindre la personne dans un espace confiné. Sinon, elle ne va pas réussir à s'exprimer. Elle ne va pas réussir à faire des choses, proposer. Par exemple, si dans vos valeurs d'entreprise, il y a marqué innovation et votre management est hyper contraint, il y a un truc qui ne va pas. Comment je fais pour innover si je ne peux pas? Donc il faut laisser de l'ouverture. Il faut vraiment de la souplesse. Par exemple, pour un développeur, on en parlait, il y avait une conf aussi ce matin, il ne faut pas qu'il y ait pas fond de verre. Il faut qu'on puisse voir une évolution. Et une évolution, ce n'est pas forcément changer de métier, devenir manager. Ça peut être continuer à être dans le dev, peut-être pas faire toujours du dev, faire d'autres choses, faire du coaching, de la formation, des articles, des livres, speaker, pourquoi pas. Mais dans mon ancienne entreprise, on devenait dev et après on changeait, on devenait manager, chef de projet. Et puis comme on ne connaissait pas le métier, on n'était pas bon. Ça, c'est l'effet Peter. Vous n'avez jamais pensé pourquoi il y a un manager qui est mauvais à ce poste-là? Parce qu'il est monté. Et si on est bon dans un domaine, pourquoi on ne peut pas y rester et être payé pour ça? J'ai oublié les... Attention, hein. Attention les yeux. J'ai une collègue qui m'avait sorti cette phrase, j'avais bien aimé. L'ouverture du terrain de jeu, c'est pas difficile pour le mouton à 5 pattes, parce que lui, il a besoin d'espace. Par contre, c'est difficile pour le berger, donc pour le manager, parce que lui, il va dire, mais j'ai du mal à cadrer, parce que je sais pas ce qu'il fait, il est innovant et tout, il fait plein de choses, et j'arrive pas bien à le juger. Justement, le moment où on juge des gens, en général, c'est des pyramides hiérarchiques. Quelqu'un d'au-dessus juge quelqu'un d'en dessous, etc. Et en fait, celui qui est au-dessus, il n'a que le prisme de ce qu'il voit. Est-ce qu'il m'a donné mes KPI et tout ça? Mais il ne voit pas toujours l'émulation qui propage autour de lui et en dessous. Moi, j'ai eu ça dans mon ancienne entreprise. Une super manageuse qui arrivait le matin et qui rentrait dans son bureau, qui fermait la porte. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, elle voyait de moi pas grand-chose, juste les KPI que je lui remontais, mais elle ne voyait pas l'action au quotidien sur le terrain.
Et donc, quand je disais la culture du feedback, chez nous, on demande des feedbacks à tout le monde. Je peux demander des feedbacks à des juniors qui viennent d'arriver, qui ont 2 mois, ils sortent de l'école, ils ont 2 mois. Mais s'ils ont considéré que je les ai aidés ou pas aidés, le feedback peut être négatif, et ben voilà, on a un prisme 350, 360. On voit exactement vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et finalement, c'est plus logique d'avoir d'analyser la personne sur tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle diffuse comme aura autour, en bas ou en haut. Pour conclure, donc le mouton à 5 pattes, le bon timing. Si on a absolument besoin d'un moment clé, vous avez vu, hein, il y en a qui l'ont jamais recruté, même au bout de 5 ans. Il faut travailler la culture d'entreprise, parce que c'est vraiment c'est la culture forte qui permet aux gens de s'épanouir, grandir, aussi recruter. Il faut prendre soin des nouveaux salariés. Il faut anticiper leur arrivée. Il faut les faire grandir dans l'entreprise. Ils doivent grandir, mais ils doivent se diversifier. Il faut offrir de l'espace pour s'épanouir. On en a parlé. Je regarde mes phrases inspirantes. Oh, celle-là, elle est hyper inspirante. Je vous la donne. Création de communauté, c'est vraiment, on travaille avec ses pairs, on apprend de ses pairs, on progresse, on fait progresser les autres, et puis après on change, on progresse sur d'autres domaines, d'autres pans. C'est hyper intéressant, j'avais jamais vu ça, et je vous le conseille. Et si votre entreprise ne souhaite pas le faire, changez d'entreprise. Après, vous allez vraiment avoir un retour sur investissement. Les gens ils vont vraiment douer, ils vont vraiment faire des actions en fonction d'un contexte, et pas toujours les mêmes actions, pas toujours le marteau. Le pire qui peut arriver, c'est que une autre entreprise veuille piquer vos salariés. Ce sera la rançon de la gloire. Et après, il faut les garder. Comment on fait pour les garder ?